Si demain, il doit y avoir des mouvements indépendantistes qui veulent obtenir cela en Polynésie, en Guyane, ailleurs, eh bien, cette leçon dangereuse que finalement la violence a raison, elle risque de produire ensuite un effet de cascade. Et c'est vraiment ça qui est dangereux, que ce soit en Corse ou en Nouvelle-Calédonie. On voit que c'est la violence qui a permis d'amener l'État à tout céder. Le 12 juillet dernier, un accord a été signé au sujet de la Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que représente cet accord ? Ce qui semble être le fondement de cet accord, c'est qu'on a une vraie indépendance en droit. On reconnaît la Nouvelle-Calédonie comme un État réellement indépendant. Et de l'autre côté, eh bien, cet État, qui est un État donc réellement indépendant, qui peut être reconnu en droit international par d'autres États, potentiellement par l'ONU, cet État-là confierait un certain nombre de compétences à un État tiers, en l'occurrence la France. Donc c'est plus la République, c'est un État étranger qui confie certaines de ses compétences à la France. Et donc là, en matière de défense, de police, de justice, de monnaie, la France exercerait sur délégation de cet État ce type de compétences, avec la possibilité demain, si la Nouvelle-Calédonie le veut, de récupérer ces compétences, étant donné que c'est un vrai État souverain. Et pour les récupérer, eh bien, elle devra suivre une procédure assez complexe, avec une majorité qualifiée au sein de son congrès, puis ensuite un référendum. Donc en droit, les indépendantistes ont gagné, il y a une vraie indépendance, mais en fait, eh ben, ce nouvel État n'a pas beaucoup plus de pouvoir que la collectivité de Nouvelle-Calédonie qu'on connaît actuellement, et les loyalistes s'assurent une minorité de blocage pour éviter que des pouvoirs soient ramenés de Paris à Nouméa et que la défense, la justice, la police, la monnaie, demain, tout ça, eh bien, soit exercé effectivement par ce nouvel État, fût-il souverain. Par ailleurs, autre volet de l'accord qu'on a moins commenté, eh bien, les pouvoirs économiques, sociaux, éducatifs, etc., tout ça relève pour grande partie, non pas de la Nouvelle-Calédonie, mais des provinces. Et donc, vous avez un État néo-calédonien, en partie évidé par le bas, par des provinces qui vont exercer l'effectivité du pouvoir dans les domaines non régaliens, et un État français auquel cet État néo-calédonien délègue ses compétences régaliennes. Donc on a une souveraineté, on a un vrai État du point de vue du point de vue du droit international, mais on a un pouvoir qui est en fait très résiduel, retenu dans les mains de cet État. Cet accord peut-il motiver d'autres régions à vouloir en faire de même dans les prochaines années ? C'est très différent juridiquement de la Corse ou de la Bretagne. On peut discuter ensuite sur les statuts de la Corse, de la Bretagne ou même de certains territoires d'outre-mer, pensons à la Guyane, etc. On a affaire à un degré d'autonomie. Et ce degré d'autonomie au sein de la République peut être soit attentatoire à son indivisibilité, si on revient sur ce qui fait le fondement de l'indivisibilité au sens du droit constitutionnel français depuis la nuit du 4 août 1789, c'est-à-dire l'unité du législateur. On y avait dérogé pour l'ancien statut de la Nouvelle-Calédonie, en reconnaissant à Nouméa un pouvoir législatif, parce qu'on était dans un modèle qui était d'un modèle colonial, et on avait déjà porté atteinte à ce modèle-là dans le cas du droit colonial. Néanmoins, ici, on parle d'un vrai État étranger, et donc à partir de là, il est normal qu'il y ait un autre législateur dans un autre État étranger. Donc là, on ne porte pas atteinte au principe, et a priori, pour des nationalistes corses, bretons, guyanais, qu'importe, dire qu'on veut appliquer le modèle néo-calédonien, c'est pas être dans une démarche autonomiste. C'est assumer une démarche réellement indépendantiste, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que le modèle qui est copié, c'est le modèle d'un État souverain, indépendant, reconnu internationalement. Est-ce une pente glissante pour l'unité territoriale de la France ? Alors il y a deux éléments de glissade, en effet. Le premier élément de glissade, c'est que quand vous prenez tous les autonomistes en Europe, une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir et qu'ils ont obtenu l'autonomie, c'est une règle d'airain. En règle générale, derrière, ils sont dépassés par leur courant indépendantiste ou eux-mêmes se convertissent à l'indépendantisme. Parce que quand vous avez dit on va avoir l'autonomie parce que nous sommes une nation et il y a un vrai intérêt à faire valoir notre identité, et que vous l'avez et que vous ne faites que gérer, vous cessez de vendre un grand récit. Vous cessez de vendre le récit de la libération nationale. Et ça, évidemment, pour un nationaliste conséquent, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment porteur, pas vraiment audible. Et donc, soit vous vous faites bouffer par des gens qui vont avoir une vision plus radicale, indépendantiste, soit vous êtes vous-même obligé de vous y convertir. C'est ce qui s'est passé, par exemple, en Catalogne. Et donc, dans ce cadre-là, il est certain que l'existence d'une voie vers l'indépendance ouverte par la Nouvelle-Calédonie peut inspirer aujourd'hui ou demain ces différents courants, une fois qu'ils auront obtenu l'autonomie ou une fois qu'ils considéreront que cette autonomie n'est que de la gestion et n'est qu'une étape
vers quelque chose de supérieur. L'autre élément, c'est que, au fond, il y a 3 référendums en Nouvelle-Calédonie qui, chaque fois, disent non à l'indépendance. Et malgré ces 3 référendums qui disent non à l'indépendance, à la suite d'une flambée de violence, eh bien, vous avez une indépendance qui est acquise. Est-ce que la violence est inévitable dans ce genre de sujet et de négociation? Au bout du compte, c'est la violence qui paye. Et que si jamais vous instaurez un bras de fer violent avec l'État, même quand vous perdez électoralement, eh bien, vous gagnez juridiquement. Et là, évidemment, si demain, il doit y avoir des mouvements indépendantistes qui veulent obtenir cela en Polynésie, en Guyane, ailleurs, eh bien, cette leçon dangereuse que finalement, la violence a raison, elle risque de produire ensuite un effet de cascade. Et c'est vraiment ça qui est dangereux, que ce soit en Corse ou en Nouvelle-Calédonie. On voit que c'est la violence qui a permis d'amener l'État à tout céder. Néanmoins, il est vrai que demain, le fait que la violence puisse payer et que si je veux obtenir quelque chose de la part de Paris, de la part de la métropole, en termes d'autonomie, voire d'indépendance, eh bien c'est la bonne solution. C'est quelque chose qui est dangereux. Les indépendantistes ont été élus à la tête de la Polynésie. Pour l'instant, les gouvernements successifs envoient une fin totale de non-recevoir. De l'autre côté, en Nouvelle-Calédonie, il y a 3 référendums perdus et l'État cède au moins sur le principe de l'indépendance juridique. Il est vrai qu'en la matière, ça peut animer certains mouvements radicaux dans d'autres territoires, et ça, c'est assez dangereux.